Bienvenue sur Convergence, le podcast d'éducation à l'environnement. Comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode sur la Posidonie, cette plante endémique de la Méditerranée représente bien plus qu'une seule espèce, mais tout un habitat pour de très nombreuses autres espèces. C'est un pôle de biodiversité où entre 20 à 25% des espèces animales et végétales connues de la Méditerranée y ont été observées. Ces herbiers permettent de nourrir, abriter, fixer et stabiliser les fonds marins. Son rôle dans la bonne santé des plages est primordial. Les herbiers de Posidonie atténuent l'énergie de la houle et des vagues et protègent les plages lors des tempêtes. Et ceci n'est qu'une partie des services que les herbiers de Posidonie rendent aux écosystèmes littoraux méditerranéens. Dans la deuxième partie de cet épisode, on va se concentrer sur les menaces qui pèsent sur les herbiers et les mesures prises pour les protéger. Écoutons Frédéric Villars, qui travaille à l'Office français de la biodiversité, où il est en charge de la coordination d'aires marines protégées du Parc national de Porquerolles jusqu'à la frontière italienne, ainsi qu'en charge de la coordination du sujet mouillage et de l'impact du mouillage sur les herbiers de Posidonie en France méditerranéenne. Les différentes pressions historiques qui ont concerné l'herbier de Posidonie, on en a plusieurs. Le premier des impacts, il a été lié à la pollution côtière, avec donc des stations d'épuration qui n'étaient pas forcément aux normes. Et également l'artificialisation de la côte. Ça, c'est un sujet qui est assez important. On a construit quand même au cours des 100 dernières années un certain nombre de ports pour faire face à l'afflux du tourisme et notamment pour répondre aux besoins économiques et sociétals. La difficulté, c'est qu'il faut savoir que l'herbier, au final, on le trouve à partir de la surface jusqu'à 40 mètres de fond. On peut considérer ça comme une bande étroite, finalement, verte le long du littoral. En fait, en construisant des ports, peu à peu, on a finalement attaqué le début de l'herbier, celui qui est proche de la plage, avec un certain nombre de constructions portuaires, donc pour faire face à la demande économique, mais également constructions liées à la protection des plages, donc avec un certain nombre de digues, d'épis, les épis ayant été une des raisons principales de la destruction des herbiers. Les épis, ce sont des ouvrages perpendiculaires à la plage que l'on voit un peu partout en France. En Occitanie, on peut en voir sur des kilomètres. Ce sont un certain nombre de rochers qui sont situés sur un certain nombre de plages, espacés de quelques centaines de mètres. On retrouve des blocs de rochers sur 50 à 100 mètres au large qui visent en fait à casser la houle qui arrive, tout simplement à casser les vagues. La difficulté, c'est que en fait, ça va protéger un endroit, mais de l'autre côté, on va avoir l'érosion qui continue. Et donc si l'érosion continue, on est obligé de reconstruire un autre épi. Donc peu à peu, on a construit plein d'épis qui règlent le problème au niveau local, au niveau de l'épi. En fait, on va protéger le camping ou la route ou l'école. Mais derrière, en fait, ça va générer un autre problème d'érosion à côté. Donc on va être obligé d'en mettre plusieurs. Et donc on a des endroits en France et particulièrement dans le monde où on a des kilomètres d'épis qui ont été construits. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on ne règle pas le problème, on fait juste le déplacer. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres solutions qui, d'une part, n'artificialisent pas l'habitat sableux. Et ça permet également de trouver des solutions qui sont mieux d'un point de vue environnemental et paysager. Qu'en est-il de la réglementation sur les herbiers de Posidonie ? L'herbier de Posidonie est protégé depuis 1988 au niveau français. En effet, cette loi indique qu'il est interdit de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser toute ou partie de la plante. On a également un arsenal réglementaire qui s'est renforcé au niveau européen avec la directive Habitat de 92. Qui a permis de classer l'herbier de Posidonie comme l'habitat prioritaire en Méditerranée en termes de protection. On a également la Convention de Barcelone qui permet également de protéger au niveau international cet habitat. Donc ces trois réglementations ont permis de protéger, on va dire en théorie, l'herbier. Donc ça a quand même bien fonctionné. Aujourd'hui, si vous dégradez l'herbier, en fait, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de détruire une espèce protégée, sauf exception. Et dans le cadre de ces exceptions, dans tous les cas, on doit compenser. La compensation, déjà, elle peut se faire uniquement dans des cas exceptionnels. Quand on a des effets, on appelle ça des effets résiduels significatifs. Et donc, il faut donc prouver qu'un projet sur lequel on a quand même mis des mesures pour atténuer les effets, voire les réduire ou les éviter, crée quand même des impacts. Concrètement, on a un port, il doit refaire son port pour une question de sécurité publique. En face, on a de l'herbier, il va détruire de l'herbier. Donc aujourd'hui, la loi nous demande normalement de compenser ces impacts. C'est-à-dire que si vous détruisez un hectare d'herbier, vous devez à minimum replanter un hectare d'herbier, voire plus. À terre, c'est facile, vous détruisez un hectare de forêt, on achète un hectare de forêt qu'on se met à gérer. En mer, c'est plus compliqué puisqu'on est sur le domaine de l'État, donc il n'y a pas de propriétaire foncier privé.
Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est normalement faire de la transplantation, donc de la restauration d'herbiers, sauf que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, on espère un jour y arriver. Mais là, à ce stade, les retours d'expérience qu'on a eu de ces 50 dernières années montrent qu'aujourd'hui, on n'est pas très bon sur ça. Donc en pratique, on n'arrive pas à restaurer l'herbier. Donc vous devriez me dire, on n'est pas capable de compenser. En effet, c'est pour ça qu'on essaie de trouver des compromis. On a proposé un certain nombre de mesures qui permettent en fait de prôner une compensation. Typiquement, c'est quoi? C'est mettre en place par exemple des ancrages écologiques. Si on met des bouées dans un secteur donné, tout bateau qui vient ne pourra mouiller que sur ces bouées. Et donc, de facto, on va protéger tout un secteur d'herbiers sur lequel il y a des bouées. Ou alors un autre moyen, c'est par exemple définir un secteur qu'on va protéger, donc en créant une aire marine protégée, avec cette fois-ci des moyens de surveillance dédiés, un plan de gestion qui permettent au final d'avoir une vision à long terme de cette protection. Néanmoins, les herbiers de Posidonie ne s'arrêtent pas aux frontières d'un pays, et pour protéger au mieux ces écosystèmes, il faut considérer une approche à différents niveaux, et notamment au niveau méditerranéen. Déjà à l'échelle nationale, pour y remédier, donc on est en train de mettre en place des bouées. Donc dans notre jargon technocratique, on appelle ça des semelles, mais en gros c'est mettre des bouées pour permettre aux navires de mouiller. Donc ça, c'est les collectivités, c'est leur travail. On les pousse en fait à s'investir parce que finalement ce qui est en face de chez elles, c'est important pour elles au niveau environnemental, mais également au niveau économique. Donc on pousse les collectivités à mettre en place un certain nombre de bouées. On apporte d'énormes investissements, que ce soit pour les études ou les travaux, un investissement public pour aider les collectivités à y aller. On va quand même jusqu'à 80% de financement. 80% d'aide publique, donc c'est vraiment une priorité forte. Pourquoi? Parce que tout simplement l'herbier vaut bien plus que ce qu'on apporte au final. Donc c'est pour ça qu'on y va. Tout ça c'est à l'échelle française. Donc d'ici quelques années, on espère d'ici 5 ans, on devrait avoir une dizaine de parcs en mer accompagnés de bouées, ce qui devrait sensiblement augmenter l'offre de bouées pour les plaisanciers. Donc ça c'est au niveau national. En faisant ça, on voit bien qu'on a aussi un impact en fait à l'international. C'est-à-dire que typiquement, là je vais prendre l'exemple de cette année, là, cet été 2021, il y a un certain nombre de navires qui potentiellement n'ont pas mouillé dans les secteurs habituels grâce à la réglementation, et on a eu un report d'un certain nombre de navires potentiellement dans les autres pays, et on nous a transmis là récemment des images de navires en Sardaigne, où on voit bien le nombre de yachts qui mouillent dans certaines aires marines protégées de la Sardaigne. Donc on voit bien que c'est un problème global. Pourquoi? Puisque les navires, notamment les grands navires, vont aller d'un pays à l'autre en quelques heures ou en une journée. Donc on est bien obligé d'appréhender cela afin d'éviter que tout ce qu'on va faire en France aille impacter l'herbier de Posidonie dans un autre pays. Au final, au travail de protéger les habitats en France, on a également un travail de conservation à l'échelle méditerranéenne au niveau de l'OSV qui vise bien à appréhender l'écosystème dans son entier. Donc au final, on a créé là récemment, ça va faire 1 an et demi, un réseau sur ce sujet de l'ancrage et de la protection de l'herbier de Posidonie. On a réuni en fait un certain nombre de pays qui ont de l'herbier de Posidonie déjà chez eux et qui par ailleurs ont potentiellement aussi la problématique de l'ancrage. Donc on a un réseau qui couvre aujourd'hui une dizaine de pays, qui recouvre la plupart des pays de l'Europe et quelques pays du Sud. Donc si je fais un peu la liste, on a l'Espagne, l'Italie, la France, Malte, la Grèce, l'Albanie, le Monténégro, Chypre, la Turquie. On a la Tunisie et l'Algérie qui nous ont rejoints. On a les institutions internationales comme WWF, la Convention de Barcelone, Medpan qui coordonne les aires marines protégées, l'IUCN évidemment, Ramoge qui sont présents, et on est fortement soutenu par l'Union européenne. L'objectif de ce réseau, c'est de fédérer l'ensemble des compétences de chaque pays sur ce sujet. Ce n'est pas un réseau qui se veut scientifique. On veut réunir autour de ce réseau, certes des scientifiques, mais aussi des autorités qui sont décisionnaires, notamment pour faire évoluer les réglementations. On a des secteurs privés qui ont un rôle important. Et on a bien évidemment aussi les gestionnaires d'aires marines protégées et les socioprofessionnels du nautisme, de telle manière à travailler ensemble sur des solutions, puisqu'on a tous le même désir qui est de protéger notre habitat qui est la Méditerranée. On a une feuille de route qui est assez claire. D'une part, il faut qu'on booste la connaissance sur certains secteurs où on voit bien qu'on sait qu'on a de l'herbier, mais on ne sait pas forcément où, dans quel état. Et d'autre part, mieux connaître les pressions, donc mieux savoir où vont les bateaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment d'accompagner les pays pour mettre en place des bouées. Donc l'idée, c'est bien de travailler sur des guides, un certain nombre d'éléments importants, et de proposer des solutions opérationnelles. L'idée, c'est pas de faire que des études. Ensuite, on a un troisième volet qui est de booster les réglementations qui viendront accompagner les bouées. Et le dernier point, évidemment, il est de faire monter le sujet de la Posidonie en termes de sensibilisation et de communication. En fait, c'est assez étonnant, mais on a des études qui nous prouvent que l'herbier de Posidonie a autant de valeur, voire plus de valeur monétaire que le récif corallien ou la mangrove. Donc il faut qu'on arrive à faire passer ce message. Aujourd'hui, on parle d'écosystème, on parle beaucoup des récifs coralliens, de Nemo, de la mangrove, que c'est des habitats hyper importants. L'herbier de Posidonie est aussi important. Donc il faut que les gens se disent, quand ils vont en Méditerranée, ils ont la chance de voir l'herbier de Posidonie.
Et c'est une chance et il faut la protéger parce que c'est un bien de l'humanité dans un sens. Et pour diffuser ces messages de connaissance et de protection, de nombreuses actrices et acteurs agissent sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et œuvrent à la sensibilisation des usagers de la mer. Il y a de nombreuses campagnes sur l'ensemble du littoral qui visent à réduire l'impact des plaisanciers en mer, que ce soit à cause de l'ancrage dans la Posidonie ou à cause de certaines pratiques qui peuvent porter atteinte aux écosystèmes locaux. En France, Éco-Gestes Méditerranée est une de ces actions collectives qui vise à amener les usagers de la mer à avoir des comportements de préservation des milieux marins. Jamila Poidneau, chef de projet au CPIE des îles de Lérins et Pays d'Azur, en est la coordinatrice. Alors la campagne Éco-Gestes Méditerranée, c'est une campagne de sensibilisation des usagers de la mer et en particulier des plaisanciers sur le pourtour de la façade Méditerranée française. Elle se déroule donc dans les 3 régions de façade, en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. C'est une campagne qui a une longue histoire. Elle est née en 2002 sur les zones de mouillage de Porquerolles, à l'initiative de quelques acteurs locaux, des associations et gestionnaires de milieux. Et depuis ces 3 associations, nous sommes maintenant sur le pourtour de la Méditerranée, nous sommes 25 structures qui allons sur le terrain à la rencontre des plaisanciers pendant toute la période estivale, dans les ports ou bien dans les zones de mouillage où sont ancrés les plaisanciers. À côté de ces organisations associatives, nous avons aussi des gestionnaires d'aires marines protégées qui participent aussi à la campagne Éco-Gestes Méditerranée. Donc c'est une action d'envergure et c'est une action collective et assez unique sur le pourtour de la façade Méditerranée française. Et c'est pourquoi cette campagne est soutenue par tout un réseau de partenaires, qui comprend la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, les DREAL, l'Office de l'environnement de Corse, l'ADEME, le Parc national de Porquerolles et d'autres parcs marins et régionaux, mais également des entreprises comme April Marine et des collectivités et métropoles comme Marseille, Golfe de Saint-Tropez ou Nice, et bien d'autres encore qui figurent sur le site de la campagne www.ecogeste-méditerranée.fr que je vous invite à visiter. Ce que nous faisons concrètement, c'est que chaque été, des ambassadeurs de la campagne Éco-Gestes Méditerranée vont directement à la rencontre des plaisanciers dans les zones de mouillage et dans les ports. Au cours de ces rencontres avec les plaisanciers, nous nous entretenons avec eux autour d'une 20aine de minutes où on parle un petit peu de leurs pratiques, aussi bien à bord du bateau qu'au port. Et dans ces entretiens, ils sont plutôt sous la forme d'un échange sur les pratiques du plaisancier, parce qu'on part du principe que le plaisancier, il est acteur de la préservation du milieu marin. Et au cours de cet échange-là, on dresse avec le plaisancier toutes les bonnes pratiques qu'il fait, les pratiques qui sont moins bonnes, les pratiques où il manque d'informations. Et à la suite de cet échange, on invite le plaisancier à s'engager sur 1 ou 2 gestes concrets à changer dans ses habitudes, ou alors à poursuivre. C'est à lui, c'est le libre choix du plaisancier de s'engager sur les gestes que lui veut. Nous, notre objectif, que ce soit des choix volontaires, libres, dans un contexte de liberté, et ensuite qu'ils soient tenus dans la durée aussi. Alors, dans la campagne Éco-Gestes Méditerranée, nous avons développé pas mal d'outils de sensibilisation, des livrets, des flyers, un site internet, des affiches thématiques sur plusieurs thèmes, sur l'ancrage, sur les produits d'entretien écolabellisés, sur la pêche de loisirs, sur les hydrocarbures. Et à côté de ces outils-là, qui sont de la communication, on va dire, passive, on tient un argumentaire. On argumente auprès des plaisanciers de chaque sujet qu'on traite avec lui. Jusque-là, c'est de la communication persuasive classique. Depuis 2007, on a testé entre 2005 et 2006 une nouvelle méthode d'approche des plaisanciers pour les amener à de l'engagement. Ça s'appelle la communication engageante. Et depuis 2007, cette communication engageante nous permet d'aller un peu plus que dans de la sensibilisation, aller vers de l'engagement du plaisancier. C'est une méthode très intéressante parce qu'elle a des éléments clés, cette communication engageante,
qui est de toujours laisser le plaisancier dans son contexte de liberté. Il est libre de choisir un échange avec nous. Il est libre ou pas de choisir des gestes sur lesquels il peut s'engager. Il est libre ou pas d'afficher le petit fanion qu'on lui donne à la fin pour justement montrer son engagement au public. Par contre, nous, on fait du plaisancier un acteur de la préservation de l'environnement. C'est pas juste un réceptacle de nos messages. C'est pas juste un réceptacle passif ou de toutes les informations avec lesquelles on va le bombarder. Il est acteur de sa pratique. Il sait beaucoup de choses. Et du coup, nous, on s'appuie beaucoup sur la communication engageante pour discuter, pour amener l'engagement tout simplement des plaisanciers. Ce qui est intéressant avec cette méthode aussi, donc à côté du fait que l'on recueille des données sur la pratique des plaisanciers, déjà leur pratique existante, ce qui fait que ça nous donne pas mal d'informations sur les profils des plaisanciers, sur l'évolution de la pratique, de la plaisance, puisqu'on recueille les données depuis quand même maintenant 2007. Et aussi, ça nous permet aussi de voir l'évolution des engagements des plaisanciers aussi. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, quelque chose de vraiment très, très significatif, c'est le mode de pratique. On est passé d'un mode, par exemple, de propriétaire de bateau à un mode de locataire de bateau. Et ça, chaque été, ça nous met le même défi, en fait, parce que c'est des sujets dont on parle depuis plusieurs années, mais en fait, chaque été, on a une nouvelle population de plaisanciers qui sont entrants dans la pratique. Donc, il faut qu'on reparte sur les messages de base et qu'on reparte sur les engagements de base. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on observe des différences, par exemple, dans les pratiques en fonction des départements, sur la façade. Il y a des départements où ils sont beaucoup plus déjà bien dans des très bonnes pratiques sur tout ce qui est produits chimiques, sur tout ce qui est biodiversité. D'autres départements, ils sont un peu moins bons. Donc, ça nous permet quand même de dresser un profil des plaisanciers et du coup, aussi d'ajuster nos messages par rapport à cette pratique de la plaisance qui, somme toute, est en évolution. Donc, par rapport aux efforts de la campagne Éco-Gestes Méditerranée, ils sont assez conséquents, puisque chaque année, au niveau de la façade Méditerranée, on est sur 320 journées entre les mois de juillet et août, donc 320 journées de terrain, de face à face pédagogique avec les plaisanciers. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est dans les 180 journées. C'est assez conséquent comme effort de sensibilisation et qui porte ses fruits, puisque chaque année, on sensibilise un peu plus de 4000 personnes sur les bateaux, dans les ports. Et parmi ces 4000 personnes, on a 2000 plaisanciers et plaisancières qui s'engagent à modifier, comme je disais tout à l'heure, des comportements ou des équipements d'ailleurs. Et ces 2000 plaisanciers, je pense que vous les reconnaîtrez en mer. Si vous naviguez, ils ont le petit fanion Éco-Gestes Méditerranée qui est hissé en haut des mâts pour justement signaler à tout le monde, aux autres plaisanciers qui sont eux-mêmes dans une démarche environnementale et qui sont eux-mêmes dans une démarche de préservation des écosystèmes méditerranéens. C'est l'acte public d'engagement qui est très important comme élément de communication engageante. Donc la campagne Éco-Gestes Méditerranée, vous l'aurez compris, on traite de plusieurs thèmes, que ce soit les eaux grises, les eaux noires, les hydrocarbures, la pêche de loisirs, la plongée, en fonction vraiment des pratiques du plaisancier. En fonction du plaisancier que nous avons en face, on adapte nos messages. Et aussi en fonction des enjeux dans chaque territoire. Les enjeux, par exemple, en Occitanie, ce ne sont pas les mêmes que nous avons en Corse ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment vis-à-vis des herbiers de Posidonie. Le sujet de la Posidonie, il est majeur dans la campagne Éco-Gestes Méditerranée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà, nous, les ambassadeurs, ils sont sur le terrain, ils sont en kayak ou en zodiac. Ils voient directement où est ancré le plaisancier. Donc déjà, on lui pose la question, est-ce qu'il sait où est-ce qu'il est ancré? Ensuite, la conversation, elle va bien entendu vers la découverte de la Posidonie oceanica, où est-ce qu'elle vit, qu'est-ce que c'est, une plante à fleurs qui forme des herbiers, qui rend des services énormes à la Méditerranée, qui est crucial pour la Méditerranée. Donc, souvent, les gens ne connaissent pas. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport aux navigateurs ou aux plaisanciers d'un jour, ils ne connaissent pas les écosystèmes méditerranéens et pas la Posidonie. Donc on commence déjà par remettre de l'information sur la Posidonie. Et par rapport à l'ancrage, le premier, service qu'on rend aux plaisanciers, c'est de les informer donc de la Posidonie et c'est de leur dire de choisir toujours des zones sableuses. On les distingue quand on est sur le bateau, c'est les zones claires, c'est des zones de sable. Les zones sombres, c'est des zones d'herbier. Donc c'est la première des choses, c'est choisissez une zone de sable pour ancrer votre bateau. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qu'on leur donne, la façon de relever l'ancre à l'aplomb du bateau,
c'est-à-dire d'avancer son bateau avant de relever l'ancre. Parce qu'il y a l'ancre, mais il y a la chaîne aussi. La chaîne aussi, elle peut faire des dégâts dans les herbiers, ce qu'on appelle le ragage. Des solutions, par exemple, mettre un aurain aussi sur la chaîne, comme ça évite tous ces problèmes liés à la chaîne. L'ancre, en fait, elle n'arrache pas que les feuilles de Posidonie. Si c'était que les feuilles, c'est pas bien grave. Les feuilles, elles poussent quasi tout le temps. L'ancre, elle se fixe sur la matte de la Posidonie, et la matte vivante. Donc, c'est ça, en fait, que ça arrache l'ancre. Et ça crée des cicatrices dans les herbiers. Ça se voit, hein, il y a eu pas mal de films là-dessus, et on le voit très nettement, que c'est des cicatrices qui labourent littéralement l'herbier. L'herbier, il pousse très, très lentement. Donc déjà, il y a un problème. On détruit très vite, mais l'herbier, lui, il se régénère très lentement, voire pas du tout. Ça accentue encore plus l'érosion de l'herbier, le fait de créer des cicatrices dans l'herbier, alors que c'est évitable. Après, c'est vrai que dans notre région, et notamment du côté des Alpes-Maritimes, de tout ce qui est Villefranche, il n'y a pas tellement de zones de sable pour trouver une alternative à l'ancrage dans l'herbier. C'est la façon de relever l'ancre. Et puis, là, il y a une dynamique régionale qui se met en place avec l'OFB, la région, la DIRM, autour des SMEL, des équipements de mouillage et d'équipements légers. Donc, ça va un peu mieux améliorer la situation. Mais déjà, connaître la Posidonie, savoir que on est ancré sur un écosystème très important pour la Méditerranée, sur une espèce sensible, sur une espèce menacée, et ça c'est déjà un premier point qu'on doit acquérir avec les plaisanciers. Les herbiers de Posidonie sont tellement importants parce que naviguer c'est un plaisir, et on aime naviguer dans des paysages magnifiques, on aime naviguer dans une mer préservée. Donc, protéger la Posidonie, c'est aussi protéger les pratiques, les usages côtiers. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment en avoir conscience. C'est gagnant-gagnant. Détruire les herbiers de Posidonie, tout le monde est perdant. Protéger la Posidonie, tout le monde est gagnant. Nous avons vu comment les politiques publiques évoluent et les organismes et collectivités passent à l'action pour protéger la Posidonie. Limiter l'impact de l'homme dans tous les environnements est crucial pour leur préservation, mais il est d'autant plus essentiel de préserver un écosystème aussi important et précieux que celui de la Posidonie. Protéger la Posidonie, c'est garantir un bon état de santé de la Méditerranée et donc de ses habitants. Merci d'avoir écouté Convergence et merci à nos intervenants d'avoir participé à cet épisode.